Voilà, ça doit fonctionner. Bon, donc en attendant qu'ils finissent de charger, je vais commencer quand même. Ça marche pas là. Ça marche pas? Non. Montez la voix au micro. Non, mais c'est que sur stand-by. Ah. C'est débranché? Non, je suis sur un. Il n'y a plus de batterie. Ah, bah, ça n'a plus de batterie, c'est pas ma faute. On aura tué. Bon, bah alors, C'est peut-être vous. Alors, à moins que vous m'entendiez. Enfin, si j'ai un problème, je prendrai. Si vous pensez que vous m'entendez comme ça, c'est plus facile. On va avoir des piles toujours. Hein. Ah, c'est pas mon système. Voilà. Je me dégage de plus de responsabilité. Donc simplement, je vous remercie pour l'accueil. Alors, ce n'est pas la première fois que je fais une conférence dans l'Essonne, j'en ai déjà fait 2 l'année dernière. Et en fait, effectivement, j'ai bien une maison familiale dans le Cotentin. Et hier soir, je faisais une conférence à Cherbourg, c'était sur Marie Curie, c'était sur un autre sujet. Et j'en ai une la semaine prochaine, donc toujours dans le cadre de l'UTL à Limoux. Et c'est un thème d'ailleurs qu'on avait retenu depuis très longtemps. Hein. Cette date, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'avait retenu. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, dont des choses d'actualité en ce moment. Ce qui fait que, en réalité, comme je faisais des chroniques pour l'AFP et avec un des journalistes, après Fukushima, on s'est les premiers poser la question, non pas d'énergie, mais ça était déjà posé, mais de savoir si on pouvait sortir du nucléaire, en fait. Et nous avons fait un livre, j'ai apporté quelques exemplaires s'il y en a qui s'intéressent, qui s'intitule, qui est sorti il y a 1 mois et qui s'appelle « Peut-on sortir du nucléaire ?» Donc vous voyez, on est en plein dans l'actualité. Vous avez trouvé une... Ah oui, non, je vais continuer. Ça va comme ça pour l'instant? Bon. Et donc évidemment, le problème n'est pas de se situer au niveau de la France ou même de l'Europe. L'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la France pourraient sortir du nucléaire. La question qu'il faut se poser, puisqu'on voit bien quand il y a un accident que c'est en fait un accident qui concerne toute la planète, c'est est-ce que l'humanité entière, est-ce que la planète peut s'affranchir du nucléaire? Et on s'est livré donc à un exercice qui est... Ça va peut-être marcher là. C'est bien de Ravel, donc on parle bien de la même. Et alors, je dois trouver soit en haut, soit en bas. Vous laissez faire. Bien couramment. Voilà. On s'est livré à l'exercice suivant. On s'est dit, ben voilà, on regarde les besoins énergétiques de la planète en 2050, on s'est donné comme limite 2050. On développe toutes les sources d'énergie, toutes. On met de l'éolien partout on peut imaginer en mettre. C'est un exercice, hein, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais vous voyez, on couvre la planète d'éoliennes, de photovoltaïque, on développe la biomasse, la géothermie, etc. On essaye de sortir des combustibles fossiles, mais malheureusement, vous allez voir qu'on ne peut pas y arriver. Et puis, on regarde effectivement le bilan que ça donne. Donc, c'est cet exercice que je vous propose maintenant, sachant que, je dis ça donc en introduction, c'est que moi, je suis un citoyen tout à fait banal, normal, je ne travaille pour personne. Quand je travaillais pour l'éducation nationale, hein, j'étais professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Et j'ai pris donc, alors je n'ai pas pris ma retraite, un fonctionnaire ne prend pas sa retraite, il fait valoir ses droits à une pension. Et donc j'ai fait valoir mes droits à une pension il y a 3 ans, en gros pour faire que des choses qui m'amusent, c'est-à-dire ne plus faire d'administration. Donc je continue à faire mes cours, ça m'a toujours amusé, je fais des conférences, et puis je rédige aussi des chroniques. La dernière, c'était sur un site où on m'avait demandé est-ce qu'on va avoir des pannes d'électricité à Noël, et j'essayais donc de répondre à cette question. Alors, donc simplement, voilà, je me bats. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est l'avenir de mes enfants et donc de mes petits-enfants. J'ai 14 petits-enfants pour l'instant, donc vous voyez que c'est normal que je m'y intéresse. Je vous ai dit que j'avais une maison dans le Cotentin. Donc parmi mes fonctions actuelles, en fait, vous savez qu'auprès des sites nucléaires, vous avez ce qu'on appelle des commissions locales d'information, c'est-à-dire que ce sont des commissions à la fois d'information et de surveillance.
Et donc je suis vice-président des 3 commissions, celle de l'usine de La Hague où on retraite les combustibles usés, comme vous le savez, celle du site de stockage de l'Andra, et celle de Flamanville avec son fameux EPR. Je pourrais d'ailleurs vous montrer des photos du chantier tel que c'est aujourd'hui de ce réacteur EPR. Et donc, évidemment, on s'interroge bien sûr sur Fukushima, et mercredi dernier, donc il y a 2 jours, nous avions une réunion qui était assez exceptionnelle des 3 commissions locales d'information, où nous avons déposé à l'autorité de sûreté nucléaire et aux exploitants un certain nombre de questions. Il y en a une centaine, puisqu'on est aujourd'hui, vous savez, dans penser l'impensable. Donc, à une époque aussi, ça doit commencer comme ça, j'ai eu comme on dit, les honneurs de la presse. C'est-à-dire que sur ce chantier EPR, là, vous voyez la photo, ça c'est le journal La Presse de la Manche, j'avais poussé un peu un coup de gueule en disant, bon, qu'on ne dise pas que si les Japonais avaient eu des EPR, ça ne serait pas arrivé, parce que les diesels de secours, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien et qu'il faut quand même faire fonctionner les pompes, les diesels de secours, ils sont au niveau de la mer. Et je disais, nom d'un chien, quand on a une falaise juste derrière un réacteur, on met les diesels de secours sur la falaise, on ne les met pas au bord de l'eau, et on n'a pas besoin de discuter si la vague, elle fait 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres ou 20 mètres. Alors évidemment, c'était repris, et à partir de là, j'ai plus rien maîtrisé. Les journaux du monde entier, d'ailleurs, hein, j'ai eu la presse japonaise, la NHK, qui est venue m'interviewer et me filmer chez moi à Orsay, là. Ça a été les États-Unis, Brésil, la BBC sur les quais de Cherbourg, enfin... Donc ça a beaucoup, évidemment, interrogé les gens. Donc vous voyez que je suis là dans ma mission, en fait, d'expert, entre guillemets, dans ces commissions, pour essayer de prévoir la suite. Alors c'est vrai que quand vous faites un truc comme ça, et puis que ça part, mais vraiment comme une explosion, hein. Tous les journaux du lendemain en parlent, alors vous vous dites, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises quand même. Alors vous voyez, heureusement, 15 heures après, quand même, l'autorité de sûreté nucléaire, la plupart des réacteurs du monde auraient été en grande difficulté, ça a été confronté aux mêmes catastrophes naturelles qu'a subi la centrale de Fukushima. Donc j'ai dit, tiens, je ne suis pas tout seul. Et puis le président lui-même, 15 jours après, le président de l'autorité de sûreté, lorsqu'il a planché dans l'Assemblée nationale, il a dit, vous voyez, à Flamanville, je vais donner qu'un seul exemple, est-ce qu'il ne serait pas préférable de positionner les diesels en haut de la falaise plutôt que de les mettre juste en bas, vous voyez, au pied du bâtiment réacteur, afin de se protéger de toute vague géante. Il n'y a pas besoin d'années de réflexion pour prendre position sur ce point. Donc j'ai dit, bon voilà, alors depuis, effectivement, les choses ont avancé, et je pense que là, j'aurais apporté ma pierre. Bien. Donc tout ça pour vous dire que je suis vraiment en pleine indépendance. Simplement, le raisonnement qu'il faut faire, qui n'est pas un raisonnement que vous entendez à la télévision, même dans les débats d'aujourd'hui, il faut se placer sur un plan planétaire. Point. L'humanité peut-elle s'affranchir? Ne pas se poser la question si l'Allemagne peut sortir, si la France peut sortir. Tout ça, vous pouvez dire oui, ça nous coûtera cher, on va se retrouver au 300e rang mondial. Mais là, la réponse, elle est oui. Le problème, c'est de savoir si la planète va s'en affranchir. Alors, vous savez effectivement que les challenges on va voir pourquoi dans un instant, de ce siècle, c'est en fait l'énergie et l'eau douce. Et bien sûr, l'énergie indispensable à la vie et au développement économique. En fait, vous voyez, un homme a besoin de 2,7 kWh par jour, ce qui n'est pas énorme et qui représenterait même que 6% de la consommation de 2005. On parlait de prendre des notes tout à l'heure, je vous donnerai une adresse d'un site tout à l'heure, vous retrouverez toutes ces planches. Donc, pas forcément les illustrations, mais en tout cas, les tableaux, etc., vous les retrouverez. Et on va passer donc sur les unités, mais évidemment, moi je vais parler... Alors le kilowattheure, on connaît, c'est ce qu'on paye, hein. Mais autrement, vous avez la tonne équivalent pétrole, qui fait 11 000 et quelques kilowattheures, et quand vous êtes à l'échelle de la planète, alors vous utilisez le million et le milliard. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle le mégatep et le gigatep. Donc c'est surtout ces unités-là que vous allez voir dans la suite. Donc je vous disais tout à l'heure, voilà, on a besoin de 2,7 kWh pour vivre. Mais vous voyez, en réalité, un Français, nous tous, là, autant qu'on est, on consomme 150 kWh chaque jour. Hein. C'est-à-dire que ça représente quand même 3% de CET, c'est-à-dire de la consommation d'énergie totale. Or, nous sommes que 0,87% de la population. Alors, on fait mieux que les Américains, mais enfin, c'est pas consolant. Vous voyez, ils font 260 kWh par jour, c'est-à-dire qu'il y a plus du quart de la consommation pour 4% de la population mondiale. Alors évidemment, on retrouve ça dans l'espérance de vie, parce que tout ça, évidemment, c'est le bien-être dans lequel on vit,
qui n'est pas forcément du confort, mais, ou alors du confort sanitaire, si vous voulez, puisque, vous voyez, l'espérance de vie chez nous, c'est respectivement 78 et à peu près 85 ans, alors que dans les pays en voie de développement, ce que veut dire PVD, un homme c'est 45 ans et une femme c'est 47. Donc, j'ai le regret de dire, ça pourrait me réjouir, mais ça m'attriste quand même plutôt, que cette planche-là, je la refais souvent, je ne l'ai jamais fait pour augmenter l'espérance de vie des pays en voie de développement, mais pour augmenter la nôtre. Vous savez qu'on gagne un quart d'heure d'espérance de vie à chaque heure. Si on reste ensemble 2 heures, eh ben on va gagner donc une demi-heure d'espérance de vie. Vous avez bien fait de venir. Énergie eau douce. Alors, vous le voyez, nos besoins, en fait, sur la planète, encore une fois, hein, augmentent de 64 milliards de mètres cubes par an. Or, il n'y a qu'une seule solution pour l'avenir, là encore, si vous voulez, c'est de dessaler l'eau de mer, et on reboucle, évidemment, sur l'énergie. Il faut 5 kWh par mètre cube. Si vous ne voulez pas utiliser de fossiles, ben c'est soit des réacteurs, vous voyez que ça en fait quand même beaucoup, ou encore plus des éoliennes. C'est 30 réacteurs de type EPR, ou 65 000 éoliennes, parmi les plus puissantes d'aujourd'hui, qui font 5 MW. Les usages de l'énergie, on les connaît, hein, électricité, chaleur, transport. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ben vous le voyez, au siècle dernier, c'est pas si vieux que ça, en fait, la consommation d'énergie, elle a été multipliée par 10 quand même. Elle est passée de 1 à 10 gigathèmes par an, entre 1900 et 2000, ce qui fait une augmentation de 2,35 par an en moyenne. Alors on peut penser que c'est l'évolution de la population, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais vous voyez que globalement, même si on est passé de 1,65 milliard à 6 milliards en 2000, entre 1900 et 2000, ça fait que 1,48. Donc ça ne justifie pas tout. Le 30 octobre 2011, là je ne vous apprends rien, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé, eh bien on a passé le cap des 7 milliards. Nous sommes maintenant 7 milliards sur la Terre. Or, vous voyez, on avait franchi le cap des 6 milliards et demi le 19 décembre 2005. Eh bien, vous prenez votre calculatrice, faites le calcul, ça fait plus de 127 000 sur ces 5 années-là. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, la planète augmente de 227 000, plutôt un peu plus aujourd'hui, puisque vous voyez que, alors vous regardez aujourd'hui, on est déjà 8 millions de plus, évidemment, depuis le 30 octobre. Et en fait, le rythme d'aujourd'hui, c'est 232 000. Il y a 402 000 naissances tous les jours, 170 000 décès. Donc vous voyez que la population augmente chaque jour de 232 000 personnes. C'est-à-dire que c'est un delta, en fait, qui augmente à peu près, on va dire, tous les ans. Et où se trouvent ces naissances? Ben, vous le voyez en dessous, en fait, plus de 90% de ces naissances, c'est en Asie, en Afrique et en Amérique latine, c'est-à-dire dans les pays en voie de développement. Donc voilà un peu le décor dans lequel on se trouve. Alors, globalement, vous entendez, on sera 9 milliards en 2050, on sera... Ben, pour être 9 milliards, il faudrait vraiment qu'on se retrouve à plus 110 000 par jour d'un seul coup, ça me semble difficile. Même revenir à un rythme antérieur, je pense qu'on sera au moins 10 milliards. Hein. Donc ça, on peut prendre les paris là-dessus. Surtout, évidemment, c'est une course en avant, parce que plus ça va, ben, plus il y a de femmes en état de procréer. Donc on a beau mettre des politiques de dénatalité. Hein, il y a, en Chine, alors je sais bien que c'est la Chine, il y a beaucoup de monde, mais vous avez 500 000 fonctionnaires en fait qui sont des contrôleurs de natalité. Je ne sais pas si c'est ça. Il y a 500 000 personnes qui sont là pour contrôler si les familles respectent bien la natalité en Chine. Donc, quand vous regardez ça, je vais vous le faire défiler assez vite pour que vous voyez, il y a 2000 ans, il y avait 10 millions d'habitants. 1000 ans après, on était 300 millions. En 1800, on franchit le milliard. En 1927, on était 2 milliards. Donc on a mis 127 ans. Après, on met 33 ans pour le milliard suivant. Puis là, vous voyez, il n'y a plus que quelques années. 74, 4 milliards. 87, 5 milliards. 99, 6 milliards. 2050, 10 milliards. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Alors, je disais, est-ce qu'on peut lier ça? Alors, les courbes, on en fait dire ce qu'on veut. Vous voyez, vous avez évolution de la consommation d'énergie, puis évolution de la population. On pourrait faire coïncider les courbes. Mais en réalité, c'est pire que ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, plus de 90% des naissances sont dans ces pays en voie de développement. Amérique latine, Asie, Afrique. Or, vous voyez que c'est là, aujourd'hui, évidemment, que les besoins en énergie sont les plus pressants. Hein. Et donc, vous allez voir de quelle façon on peut faire basculer ces besoins énergétiques. Alors ça aurait pu être une fable de La Fontaine s'il avait connu le transistor.
C'est une image que j'aime bien, qui m'avait été donnée par un de mes collègues du CNAM, qui était le professeur Rumlar. En 2005, en fait, on a produit sur la planète plus de transistors que de grains de riz. Et pour moins cher. Et même à l'époque, ça faisait plus, parce que quand on faisait le calcul, on s'apercevait que ça faisait à peu près 10 kilos de riz par jour et par personne, par habitant de la planète. Alors quand vous savez qu'en plus, ce nombre de transistors double tous les 2 ans, vous voyez que depuis 2005, ça peut donner. Alors j'aime bien l'image, parce que le riz peut peut-être représenter les pays en voie de développement, le transistor, le monde technologique dans lequel on vit, et évidemment, ces pays-là, et c'est légitime, ont tendance à rejoindre évidemment ce monde technologique, et ceci va être très très gourmand en énergie, bien sûr. Dans quel monde vit-on? J'ai mis ça. Ça, c'est important aussi, parce que qu'est-ce que vous remarquez? Que vous avez à peu près, on pourrait presque diviser ça en 5. Hein. Donc le 5e, c'est vraiment une extrême pauvreté. Hein. Les gens vivent avec moins de $1 par jour. Un 5e, ça s'appelle très grande pauvreté. Alors évidemment, pour ces gens-là, ben, vous avez énormément de décès, en particulier parmi les enfants. Vous avez une énorme pollution. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le secteur en voie de développement et en fort voie de développement. Puis vous avez notre monde à nous, qu'on appelle le monde de l'OCDE, auquel on peut joindre l'ex-bloc soviétique. Et vous voyez qu'on représente en fait le 5e de cette population et on consomme les 4/5 de l'énergie et de la richesse de la planète. Alors c'est certain que c'est légitime que les autres, évidemment, vont vouloir prendre leurs bénéfices de ça. Et la richesse de la planète, elle est quand même limitée. Hein. Alors vous voyez,